Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la 200e critique glauque. 200e épisode de mon émission principale, en tout cas la plus prolifique et d'assez loin. Ça fait quasiment 8 ans que je fais cette émission, et elle est toujours là, hein, elle me permet de décrypter l'actualité horrifique à travers des critiques de films. C'est pas toujours l'émission que je préfère réaliser, mais c'est un petit peu celle par défaut, entre guillemets. C'est celle qui porte la chaîne envers et contre tout. Et pour marquer le coup, je devais faire quand même quelque chose d'un petit peu spécial. Je ne pouvais pas juste vous faire une critique d'un film, même un film qui compte pour tout le monde, ou qui a une certaine importance historique, ou symbolique, peu importe, il fallait que je fasse autre chose. Et vu que c'est l'émission à travers laquelle j'ai commencé ma chaîne dédiée au cinéma d'horreur, et que, après 8 ans sur YouTube, à des événements, que ce soit des festivals ou des rencontres, ou peu importe, que j'organisais ou auxquels je participais, eh bien j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens. Des collègues vidéastes, d'autres créateurs de contenu, que ce soit des podcasteurs ou bien, je sais pas moi, des Instagrammeurs, des TikTokers, en veux-tu en voilà, mais également des personnalités liées au cinéma d'horreur, des réalisateurs et réalisatrices, des acteurs, actrices, des scénaristes, des producteurs, productrices. J'ai rencontré tout un tas de personnes. Et ces personnes-là m'ont aidé à évoluer d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre. Et je me suis dit que, bon, j'allais leur rendre un petit peu hommage avec cette vidéo, en leur proposant, tout simplement, de venir vous faire un petit coucou et vous proposer un film d'horreur à découvrir. J'ai donc invité une vingtaine de personnalités issues des 4 coins du monde, liées de près ou de loin au cinéma d'horreur, et leur ai demandé de vous parler d'un film méconnu, un petit peu déviant, bizarre, expérimental, ou choquant, d'une façon ou d'une autre. Aussi parce que, après 199 critiques glauques, moi je vous en ai recommandé des films, et certains, je vous ai plutôt proposé de passer votre chemin, c'est vrai. Pour la 200e, on va changer un petit peu, et je vais aller m'asseoir avec vous pour regarder une vingtaine d'experts vous parler d'un film qu'ils auront choisi au préalable. Merci à ceux et celles qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont participé. Désolé pour tous les plans floutés, hein. YouTube est sur mon dos depuis un moment, vous l'avez peut-être remarqué au cours des dernières vidéos, mais les images violentes ou sexy, ça passe plus du tout auprès de YouTube là, c'est compliqué. Jusqu'au moins fin janvier. J'ai reçu un avertissement en bonne et due forme. Ça fait mal. Mais également, merci à vous tous qui me suivez depuis maintenant près de 8 ans. Alors, vous ne me suivez pas tous depuis 8 ans, mais peu importe. Merci à tous ceux qui m'ont donné cette force-là et qui me permettent d'être encore là aujourd'hui à parler de cinéma d'horreur et de films parfois vraiment dégoûtants sur cette plateforme tout public. Merci beaucoup. Trêve de bavardage, je pense qu'il est temps de lancer la vidéo car croyez-moi, elle va être sacrément longue. Mais c'est pour un mieux. Même s'il n'est plus forcément présent sur nos écrans actuels, l'un des genres les plus représentés dans l'histoire du cinéma reste évidemment le western. Genre cinématographique américain par excellence, les histoires de cow-boys ont fait les beaux jours des salles de cinéma pendant plusieurs décennies, avant d'être récupérées et adaptées par le cinéma bis italien au milieu des années 60. Plus radical, plus fou et plus violent, ce qu'on a nommé de manière un peu péjorative le western spaghetti comporte lui aussi son lot de petits classiques, de chefs-d'œuvre et de bizarreries. Bon alors je vais pas refaire tout l'historique ici, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que la violence de ces films, bien plus forte que celle des modèles américains, contribue énormément à leur succès et que cette formule va, une nouvelle fois, inspirer d'autres pays. En 1972, un étrange western sort dans les salles espagnoles, Condenados a Vivir, une histoire de convoi de prisonniers enchaînés sous la neige, ponctuée de scènes gore. S'il peut sembler plutôt étrange sur le papier, ce mélange western espagnol enneigé gore est en réalité assez basique. Comme les westerns italiens sont majoritairement tournés en Espagne, il est normal que les Espagnols essayent aussi d'obtenir leur part du gâteau en réalisant leur propre variation du genre, et Condenados a Vivir n'est évidemment pas un cas isolé. Le gore du film, même s'il peut faire sourire aujourd'hui, s'inscrit aussi dans la droite lignée de ce qui se faisait en Italie. Éventrement et scalp dans Tire encore si tu peux, oreilles coupées et mains broyées dans Django, flagellation dans Le temps du massacre, etc. Quant à l'aspect western sous la neige, même si ça peut paraître inhabituel pour certains, là encore il n'y a rien de neuf puisque ça a déjà été utilisé dans plusieurs films, comme La Chevauchée des bannis côté américain, ou Le Grand Silence côté italien, entre autres.
Traditionnellement, le western sous la neige sert surtout à faire ressortir le manque d'humanité des personnages, qui, poussés dans leur retranchement à cause du froid et d'un environnement hostile, vont rapidement abandonner toute moralité et faire couler le sang dont le rouge viendra immédiatement contraster avec la blancheur des paysages. Ces films se terminent souvent mal et leurs héros sont d'horribles salopards qui, à l'instar des 8 de Tarantino, n'ont aucun scrupule à trahir et massacrer leur entourage. Si on met de côté ces caractères peu communs qui finalement ne le sont pas tant que ça, Condenados a Vivir est une petite série B efficace qui repose sur une idée simple. Suite à une attaque en pleine montagne, un convoi rempli de prisonniers extrêmement dangereux doit continuer le chemin à pied. Enchaînés les uns aux autres, ils vont tenter par tous les moyens de s'échapper. Tourné dans les Pyrénées, le film oppose la beauté des paysages naturels à la monstruosité des personnages qui les traversent. Les morts se succèdent et personne ne fait confiance à personne. Lorsque les prisonniers parviennent enfin à rejoindre une petite cabane, l'horreur ne s'arrêtera pas pour autant et tout finira dans le sang et les larmes. Si le film possédait une petite réputation d'œuvre choc il y a 50 ans en arrière, aujourd'hui il faut un peu relativiser. Admettre aussi que les FX ont plutôt vieilli et que le rythme est parfois mal géré. Mais malgré ses petits défauts, Condenados a Vivir tient encore plutôt bien le coup et peut même être vu comme une des inspirations principales de Tarantino pour son western sous la neige, qui réunit là aussi plusieurs psychopathes dans une cabane. Connu également sous les titres Cutthroat 9 ou Peu de secondes pour dire Amen, Condenados a Vivir a été restauré en HD mais reste toujours inédit en France sur support physique. Bref, si le croisement entre western et film d'horreur vous intrigue, ou que Bone Tomahawk ne vous a pas suffi, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette petite série B totalement nihiliste et sans prétention, mais très recommandable, vous en conviendrez. Merci As pour l'invitation et félicitations pour ces 200 critiques glauques. Hey, salut, moi c'est Lily. Si vous aimez les films d'horreur, vous m'avez peut-être déjà entendu ou pas dans le podcast Jumpscare, ou vous m'avez peut-être déjà lu ou pas sur le blog du cinéma. Il m'arrive aussi de parler d'aérobic, oui, d'aérobic, je suis très sérieuse, mais aussi de films de genre chelou sur Instagram et sur TikTok. À propos de films de genre chelou, j'aimerais vous parler d'une œuvre considérée comme l'un des films d'horreur les plus controversés de tous les temps. Tenez-vous prêts pour Incredible Torture Show de John Reed, plus connu sous le titre Blood Sucking Freaks. Tout un programme. Alors, Blood Sucking Freaks, c'est un splatter movie du milieu des années 70 qui suit de très près les œuvres de Herschel Gordon Lewis et qui trouve son inspiration dans Ilsa, la louve des SS. Et clairement, sa mission, c'est d'être le plus immoral et le plus répugnant possible. Bloodsucking Freaks nous raconte comment Maître Sardou est parvenu à asseoir sa domination sur un groupe de pauvres femmes avec la complicité de son sbire, Ralphus, étrangement habillé comme un mignon de Moi moche et méchant. Parce que pourquoi pas. À la tête d'un véritable trafic humain, Sardou s'adonne au BDSM dans sa cave. Mais il néglige l'élément le plus important de toute relation SM, à savoir le consentement. Mais ne vous méprenez pas, cet affreux bonhomme, c'est avant tout un artiste. Et il met en scène ses tortures dans un spectacle off Broadway, dans son petit théâtre du macabre, où tous les spectateurs croient que le spectacle est chiqué. Comme tout artiste, Sardou rêve de grandeur. C'est pourquoi il enlève la danseuse étoile Natacha Di Natali et le grand critique de théâtre Queasy Silo pour monter une pièce qui sera le chef-d'œuvre de sa vie. Je ne vous dirai pas que Bloodsucking Freaks est un grand film. Le scénario est avant tout prétexte à nous montrer grand nombre de dégueulasseries en tout genre. Comme de la torture par électrocution, une énucléation, des démembrements et même un milkshake de cerveau. Du côté de la mise en forme, ce n'est pas forcément très brillant non plus. Le film est blindé de faux raccords, ça joue assez mal et tout est prétexte à déshabiller les actrices, ce qui est n'empêche assez commun dans ce genre de production. Et les fameux effets gore se révèlent finalement plutôt risibles, même si certains sont assez louables par rapport au faible budget du film. Il n'empêche que ça essaye de repousser les limites de ce qui est montrable, le tout sans se prendre vraiment au sérieux, avec un humour noir et un mauvais goût très assumé. À sa sortie en 1976, on ne peut pas dire que Bloodsucking Freaks ait beaucoup secoué les spectateurs. En effet, sa violence ne lui a pas permis d'être largement diffusée. Et l'histoire aurait pu simplement s'arrêter là, comme pour de nombreux films grindhouse du même genre. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce film a connu une seconde vie dans les années 80 grâce à la Troma. En 1981, Lloyd Kaufman, le fondateur de la Troma, rachète les droits du film et le présente à la MPAA qui se charge de la classification des films aux États-Unis. Et la MPAA considère qu'un montage avec des coupes
est nécessaire pour que Bloodsucking Freaks puisse obtenir le fameux sésame, la classification R, à savoir interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Là-dessus, Lloyd Kaufman répond « Ok, pas de problème ». Et il sort le film dans sa version intégrale, donc non censurée, avec quand même la mention Rated R. Cette petite blague signée Kaufman vaudra quelques problèmes judiciaires à la Trauma, mais malgré tout, le mal est fait. Grâce à cette petite fourberie, Bloodsucking Freaks a pu devenir l'une de ces VHS underground cultes de l'âge d'or des vidéoclubs. Même titre qu'un Faces of Death ou qu'un Nécromantique. I remember the first time I went to rent a movie, and I said to the clerk, give us like the most disgusting horror movie that you have. And he gave us Bloodsucking Freaks. De ces VHS que les gamins se passaient en secret sous le manteau en se demandant si ce qu'ils allaient regarder était vrai. Un mythe renforcé par la disparition brutale de 2 des acteurs principaux. Seamus O'Brien, assassiné lors d'un cambriolage, et Viru Krem, tué accidentellement par son mari lors d'une partie de chasse. En fin de compte, on peut dire que Maître Sardou est parvenu à atteindre le succès qu'il espérait tant. Même si Bloodsucking Freaks reste un secret d'initié, il est tout de même cité comme référence par quelques cinéastes et il est souvent référencé comme l'un des pires films de tous les temps par des critiques de cinéma, disons facilement impressionnables. Mais après tout, bad buzz is still buzz. Sur ce, moi je vous laisse méditer là-dessus et je remercie chaleureusement Az pour son invitation. What's the weirdest horror film I've ever seen? I don't know, that raises up a whole lot of questions because I've seen so many films of all different genres that it kind of, nothing seems that weird anymore. And then, you know, what is weird? Well, I mean, most people sort of say that David Lynch or Jodorowsky films are weird, but then within the context of like Jodorowsky coming from a performance art background and David Lynch experimental film and painting background, and both using surrealism and so on, they're not weird within those contexts. It's only when you take it out of that context that it seems weird. So I can't really go for one of those, even though, you know, Santa Sangre is a great horror film and has amazing imagery and is fantastic. So then you think about the literary meaning of weird, where it's about sort of nature or the cosmos or ancient gods sort of pointing out, you know, a man feeling meaningless against that kind of background. So I'm going to have to plump for one of those WTF movies that the Japanese do especially very well. So I think the weirdest film I've ever seen, kind of because its very title alone leaves you to expect certain things, and then the film just delivers that really inventively, really funnily, and then sort of keeps changing and actually becomes quite moving, more moving than any film with this title should be, and more inventive and clever than any film with this title should be. And that film is Zombie Ass from 2011 by Noboru Iguchi. And yeah, it's, you know, as you'd expect, zombies, toilets, a lot of puerile toilet humour in there, and yeah, people defeating zombies with farts, and shit-covered zombies, and people bending over and farting as a fight, and parasites coming out in your poo and stuff like that. There's all that, and then it goes into something really more bizarre, and it evolves and changes throughout the way. And yeah, it was just one of those films that you keep going, what?
and your jaw drops on the floor, and it's not a great film, but it is a really incredible what the fuck film. Hi everyone, Nick Kazakis here, and I'm so honoured to be part of this epic horror channel, As le Proventel. I think I got that right. And today's subject, La Critique Glacée, is right up my alley. A quick intro for those who don't know who I am. I'm a filmmaker with a passion for horror. I directed Godless, the Eastfield Exorcism that won the Audience Choice Award at Sitges in 2023. Plus I've worked on a heap of music videos including Dance Monkey, which, fun fact, hit over 2.2 billion views on YouTube. But enough about me. Let's dive into an underrated gem that I absolutely adore, Scare Campaign, by Colin and Cameron Cairns. Scare Campaign is an insane ride. It's got gore, laughs, and a wickedly clever plot that proves that you can never trust anyone in the horror genre, not even yourself. The Aussie masterpiece dropped in 2016 and it's way ahead of its time. It's like they took a horror movie and mashed it with razor-sharp satire about reality TV, social media, and our thirst for shock value. The premise? A team of pranksters running a reality show called Scare Campaign specializes in terrifying unsuspecting victims. They've got everything: creepy locations, insane special effects, but there's a twist. They mess with the wrong people. What starts as a prank quickly spirals into pure chaos as a mysterious group called the Masked Freaks turn the tables. You've got some fantastic characters here. Emma, played by Megan Warner, is the heart of the crew, a mix of moral compass and badass survivor. You gotta be fucking kidding. Then there's Marcus, played by Ian Meadows, who brings that cocky, smooth talker energy, and the Masked Freaks, absolutely terrifying. They've got this cultish Joker meets YouTube meme vibe that's both hilarious and horrifying. The violence in Scare Campaign is on another level. You've got decapitations, throat slashes, and everything in between. But it's not just a gore fest. What makes it brilliant is the Cairns brothers inject comedy into the carnage. It's got its dark humor, but it's also whip smart and perfectly timed. They poke fun at the absurdity of reality TV. I'm on that show. Oh, celebrity. You bet you are, Georgie boy. Whilst also delivering genuine scares. What's genius about this film is how the brothers predicted the rise of online culture and how far people are willing to go to get online views. Watching it now feels eerily relevant, like the Cairns brothers had a crystal ball. It also flips the script on the typical horror movie formula, with constant twists and turns that keep you guessing right up to the hectic finale. Wrong. This is a film that balances style and substance with precision. The script and direction oozes cool, and the practical effects in this, chef's kiss. This is a love letter to horror fans, but it's also a warning about the dangers of pushing entertainment too far. Analytics have shown the audience loves the ticking time bomb. So, if you haven't seen Scare Campaign, do yourself a favor and check it out any way you can. It's violent, it's hilarious, it's unpredictable. Literally everything you want in a horror movie and more. And trust me, when you see it, you'll never look at a prank show the same way again. Big thanks to As Le Proventel for having me. This has been an absolute blast, and I can't wait to see what other horror gems this channel uncovers. It's actually pretty good. Salut Az, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Aussi, pour te remercier, j'aimerais te parler d'un petit film américain sorti en 2015 intitulé Headless. Et je sais que tu as le cœur bien accroché, hein. On est tous au courant avec toutes tes critiques glauques et le festival cinéma interdit dans lequel tu projettes des petits films, ma foi, tout à fait sympathiques, mais je te conseille quand même de préparer le sac à vomi parce que Headless, il est pas vraiment là pour rigoler. Le premier contact avec le film se fait via la fausse bande-annonce d'un mystérieux Wolf Baby dans un pur esprit Grindhouse, avant de basculer dans le vrai film qui est présenté comme un slasher oublié de 1978. Et dès les 2 premières minutes, bam, énucléation à la cuillère et viol d'une tête décapitée. Ouais, le réalisateur Arthur Culifer, il sait poser une ambiance et clairement ça sonne comme une note d'intention. Si vous ne survivez pas aux 2 premières minutes, clairement ça vaut pas la peine de vous infliger les 80 suivantes.
Vous l'avez compris, ce Headless n'est clairement pas à mettre devant tous les yeux, et je dirais même qu'il ne cherche pas à plaire au grand public. Ici, on s'adresse vraiment aux amateurs de films old school, aux amateurs de gore à l'ancienne, de meurtres bien sales, et à ceux qui apprécient de voir une ambiance, une atmosphère vraiment sointante, poisseuse, qui soigne vraiment de l'écran. Côté technique, le film joue à fond la carte rétro avec son image granuleuse, ses décors 70s, sa nudité gratuite et des acteurs à peine passables. Vraiment, tout est là pour mimer un slasher fauché d'époque. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Alors c'est pas toujours bien filmé, je dirais même jamais en fait. Mais cette approche crado renforce l'impression de voyeurisme malsain. D'ailleurs, une petite anecdote sympa à propos de Headless, vous pourrez toujours la ressortir dans un repas de famille, ça fait bonne ambiance, c'est qu'il n'aurait jamais vu le jour sans le film Found, sorti en 2012. On parle ici d'un très bon thriller psychologique centré sur un gamin de 12 ans qui découvre que son grand frère est un tueur en série bien sale. Toutefois, ce qui avait le plus marqué les esprits dans Found, c'était une scène où le jeune Marty découvrait une VHS étrange dans la chambre de son frère, celle d'un film intitulé Headless. Les extraits de ce film dans le film ont donc fait tellement sensation que l'équipe derrière Found a décidé de financer un film Headless via Kickstarter. Et ce nouveau long métrage est réalisé par Arthur Culifer, qui était responsable des effets spéciaux sur Found. Et si l'idée de départ, on va pas se mentir, faire un film à partir d'une bande-annonce, c'est toujours un petit peu... on sait pas trop ce que ça va donner. Je peux vous dire que Headless est pleinement réussi, en tout cas dans ses intentions, parce que vraiment, on a ici une ode décomplexée à la violence, qui reprend en plus les codes de slasher rétro. Avec un tueur qui mange des yeux. Visuellement, Headless regorge de plans à la fois repoussants et fascinants, avec notamment une fosse remplie de cadavres mutilés, des hallucinations oniriques malsaines, une douche dorée incestueuse... Ouais, je sais, mais c'est pas moi, c'est le film, je vous jure. Je vous jure. Ou encore un final qui évoque une version hardcore du repas de famille de Massacre à la tronçonneuse. Bref, c'est glauque, c'est malsain, mais ça démontre une vraie recherche esthétique pour créer le malaise. Alors c'est clair qu'on pourra reprocher au film un certain côté répétitif, notamment dans les meurtres, qui ne se ressemblent pas mais qui ont une espèce de schéma commun. Et on pourra aussi reprocher au film de ne rien raconter, de rien raconter entre guillemets évidemment, parce que l'histoire est relativement basique, on suit juste un tueur qui tue des filles, principalement, et voilà, ça va pas plus loin, mais l'ambiance et l'imagerie morbide vraiment maintiennent l'intérêt du spectateur de bout en bout, si on est amateur de ce genre de cinéma, évidemment. Alors, est-ce que c'est un film parfait? Non, clairement pas, parce qu'il a les défauts de ses qualités, des défauts qui seront vraiment rédhibitoires aux yeux d'une partie du public, mais ça reste une expérience à tenter, et si l'horreur brute ça vous plaît, je vous conseille vraiment de regarder Headless. Personnellement, j'ai passé un bon moment, c'était bien ma came, je me suis régalé, et j'espère que vous allez vous régaler vous aussi. Salut tout le monde, un grand merci à Az de m'avoir invité à l'occasion de cette 200e critique glauque et de me permettre ainsi de vous proposer une œuvre, ni vraiment bizarre ni vraiment déviante, mais en tout cas relativement méconnue il me semble, à savoir Antarctic Journal, film sud-coréen de 2005 réalisé par Im Pil-sung. Un premier film, coécrit notamment avec Bong Joon-ho, à qui l'on doit Memories of Murder, The Host, Snowpiercer ou bien encore Parasite, 4 longs métrages mettant en scène Song Kang-ho, un de mes acteurs préférés qui, hasard, coïncidence, la Corée du Sud c'est pas si grand finalement, tient dans Antarctic Journal le rôle principal, celui du charismatique Choi Do-young, chargé de conduire les 5 hommes qui l'accompagnent jusqu'au pôle sud d'inaccessibilité, autrement dit le point du continent antarctique le plus éloigné de toute côte. Tourné en Nouvelle-Zélande, après des années de préparation et avec un budget assez conséquent, sans pour autant rencontrer le succès espéré à sa sortie, Antarctic Journal va concentrer son récit sur la lente dégradation tant physique que psychologique de chacun des membres de l'expédition au fur et à mesure de son avancée. Les organismes se fatiguent, les esprits se brouillent, les hommes étant confrontés à un environnement hostile, à une contrainte de temps liée au risque de se retrouver plongés dans une obscurité totale de 6 longs mois, et à l'acharnement, voire l'obsession grandissante du meneur à s'acquitter coûte que coûte de sa mission. À la folie d'un homme vient se greffer nombre d'éléments étranges au cours de ce périple. Ce journal retrouvé dans la neige, appartenant à une expédition menée par des Anglais en 1922, est-il une mise en garde? La glace est-elle plus qu'un simple obstacle? Rapidement, l'aventure tourne à l'horreur psychologique. Cauchemar ou hallucination collective, le long métrage laisse planer le doute jusqu'à une fin qui semble vouloir perdre les spectatrices et spectateurs autant que nos protagonistes.
Malgré ce dernier acte légèrement confus, Antarctic Journal est un film dont chaque visionnage me procure toujours autant de plaisir, en grande partie grâce à l'ambiance unique qui s'en dégage, cette combinaison de paysages enneigés, immaculés mais sans pitié, et de folie rampante, le tout étant parfaitement porté par la musique entêtante du génial Kenji Kawai. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto participar de este programa tan especial. Me gustó mucho tu pregunta y me dejaste pensando una película extraña, corrida que me haya marcado. No sé si es tan desconocida, pero hubo una película que cuando yo era chica la vi y quedé muy flipada, que se llamaba El pueblo de los malditos. Era una peli siniestra porque era un pueblo bastante idílico en donde en un momento muchas mujeres del pueblo se quedaban dormidas y luego despertaban embarazadas y bueno, de unos niños siniestros. Cuando los niños cumplían determinada edad ya se empezaba a ver que eran muy siniestros, a veces eran los hijos de esas familias y los pibes eran diabólicos y eran todos rubios con los ojos bien celestes y se les encendían los ojos. Bueno, me pareció increíble la temática y la lucha de esos padres por, no sé, lo que les pasaba con sus hijos, tener que defenderse de ellos en el pensamiento, porque estos pibes eran telépatas. Me pareció muy siniestro y de hecho después de eso le tuve bastante miedo a los niños rubios de ojos claros. Me daban bastante terror. Después, por supuesto, otra película que para mí fue icónica, porque además no me paraba de decir la gente que me parecía bastante, era Carrie. Carrie fue, sí, una de las películas que más me marcó. A mí también me hacían bastante bullying en la escuela, encima me decían que era parecida a Carrie y todo estaba mal. Sí, esas dos películas increíbles. Esa escena, bueno, icónica, ¿no? Donde ella le tiran la sangre de cerdo en el escenario. Bueno, qué horror. Esas son dos de las películas que más me cogieron la cabeza daño. Bonsoir, amis de l'horreur. Ici Stéphie Winchester. Ça rime, non? Absolument pas. Az m'a demandé de faire une petite vidéo sur mon film d'horreur préféré ou un truc comme ça. J'ai pas compris parce que j'écoutais pas en fait. Désolé Az. Du coup, je vais plutôt te faire une vidéo sur mon plaisir coupable. Je sais très bien que c'est un film de merde, mais je l'aime trop. C'est le film qui s'appelle Slasher, ou c'est original. C'est très original, on en convient. De 2001 et c'est Maurice Devereaux. Je le dis sûrement très mal, ça doit être canadien je crois. C'est pas sorti au cinéma, c'est un direct-to-video. Il est sorti en 2004 en France, c'est un nanar, je le sais, mais c'est un plaisir vraiment coupable. Je pourrais t'expliquer pourquoi je l'aime, mais même moi je comprends pas pourquoi j'aime ce film. Et je vais te dire son synopsis, au moins ça c'est tangible. Un jeu diabolique importé du Japon, comme c'est étrange, où l'un des 6 participants aura la chance de gagner des millions, s'il parvient à rester en vie. Le psy, il nous apprend rien du tout, donc merci, bonsoir. Je vais la faire à ma sauce. C'est une espèce de jeu télévisé, genre le Big Deal. Ouais bon, j'ai 30 ans. Rangé à de la télé-réalité, où il y a des candidats qui sont pourchassés par des slashers. Enfin, genre des mecs déguisés, quoi. Genre un mimiche du pauvre, tu vois, des trucs comme ça. Dans une espèce de labyrinthe. Moi, ça me fait penser à un endroit où on fait du laser game. J'aime beaucoup l'univers du film, je sais pas pourquoi. C'est les slashers, genre... T'en as un, t'as un espèce de cutéreux américain roux avec une tronçonneuse. T'en as un, c'est un docteur. Enfin, des trucs un peu glauques comme ça, qui s'inspirent totalement des slashers qu'on connaît très bien. Le film est complètement grotesque. Une critique parfaite de la télé-réalité. C'est drôle, c'est fun. C'est vraiment à regarder en posant son cerveau à côté. T'as pas besoin de ton cerveau pour ce film, clairement pas. C'est vraiment un film feel good. Non, c'est vraiment un film de merde. C'est un film de merde, mais à voir. Je sais pas pourquoi il est appréciable, mais il est appréciable. C'est pour ça que ça s'appelle un plaisir coupable, je pense.
mais c'est un film de merde, clairement. Mais allez le voir, il est très peu connu quand même. La musique de ce film reste dans la tête, genre slasher, nanana, slasher. Désolée d'avoir interrompu ta vidéo et félicitations pour la 200e. Ce que tu dis déjà? N'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes en vie. So thank you, Az, for asking me to tell about my horror experience that left a mark for me as a creative. And it was I think I was 7, 8 years old, and I saw something on the television and didn't know what it was at all. But it was about ghosts, and what I saw were light spots on the floor, and they were floating like someone was shining with a torch on the ground, but then without torch. And I saw those lights crawling over the floor and on the wall, and it just freaked the hell out of me. My mother told me these were ghosts, and this is the way how they look. And well, the story continued, and finally, you know, all those lights went into a stone, and a strong guy was pulling up the stones with all the lights inside, and he just threw it against a brick, and it broke down, and then he destroyed the ghosts. But what happened was that I was not be able to sleep anymore, because I was afraid that the lights were really invading my room, and I was just scared shitless of spirits and ghosts. And it really sparked me, as you know, to investigate the horror and things that scared me, because the things that are scaring me are also a source of inspiration. And from there I just, you know, put me on the track to create my own ghosts. Anyways, I was looking for years and years and years what it was, what were those lights, what was the movie that I just witnessed. And I've been looking for it for years and years, and I couldn't find it. There was also a scene where people were walking up and down the stairs, and they were singing upstairs and downstairs, upstairs and downstairs. So I thought maybe this is the title of the movie, but it wasn't. Finally, I discovered what it was. And it was not a movie, it was a series called Sapphire and Steel. Sapphire and Steel, I don't know which episode it was, but it was about supernatural stories in Britain. And one of the actresses playing Sapphire is also playing in Absolutely Fabulous. It's still a very good series. I looked it up and I watched it, and actually it stands up pretty well, but it's also pretty unknown. But it gives me a lot of sleepless nights as a kid. It's not a gory film at all, but it was very scary. Yeah, check it out, guys.皆さん、こんにちは。山本愛理です。今回私が紹介する映画は、井口昇監督のライブです。なぜこの作品を選んだかと言いますと、すごく思い出深い作品になっておりまして、私もこの作品に出演させていただいてるんですけども、世界のスプラッターを知るきっかけになった作品でもあります。なぜなら、この作品を通して、ニフ映画祭とプチョンの映画祭、2カ国私は行かせていただいたんですが、世界中のスプラッター映画をたくさん見させていただきました。そして、このライブという作品もですね、世界中の方に見ていただいて、面白いと言ってくださる声をたくさんいただきましたので、ぜひこの
チャンネルを見てくださってる皆さんにも紹介したいなと思い、こちらの作品を選ばせていただきました。映画の内容は、大切な人が監禁されてしまって、その人たちを救うために、謎のレース、デスレースに巻き込まれていく人々の物語になっております。原作の山田裕介さんのライブを知ってる方は、それがですね、劇中の攻略本という形で登場しますので、そちらの方も楽しんでいただけたらなと思います。謎の死のトラップがたくさん巻き込まれているんですけども、その中でかっこいいアクションシーンだったり、スプラッターを多く含む描写がたくさん出てきます。ただそれだけではなくて、ハートフルなシーンだったり、クスッと笑えるようなシーンも中には混ぜ込まれていますので、いろんな方が楽しんでいただけるような作品になってると思います。私はその中でボウガンガールに追っかけられて、矢で刺されて死んでしまうというようなシーンもございますので、もし興味があった方はそちらの方もチェックしていただけたら嬉しいです。ぜひ、10年越しの今だからこそ楽しんでもらえる作品にもなってると思いますので、ぜひとも皆さん、興味がある方、見てください。以上、山本愛理でした。バイバイ。Salut à tous, c'est Max de Delevated. Comment ça va vous? Aujourd'hui, je saisis l'occasion de vous prendre 2 minutes en otage pour vous parler de L'Éventreur de New York de Lucio Fulci. Alors, c'est pas le film le plus connu de Fulci, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, mais c'est probablement son plus violent. L'Éventreur de New York, ou The New York Ripper, ou Los Quartatores de New York, c'est un genre de giallo super dark qui se passe à New York. Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un tueur en série qui tue des femmes de façon particulièrement sadique et brutale, qui en soi est pas un concept révolutionnaire, mais on entend sa voix au téléphone une fois de temps en temps, et il y a un genre de voix bizarre comme Donald, une voix de canard. Un truc comme ça, tu vois. Bon, ça peut sembler ridicule, et en vrai, ça l'est un petit peu. C'est un truc qui peut faire sortir certaines personnes du film, mais déjà, il y a une raison qui est donnée à cette voix dans le scénario. Bon, c'est pas... mais quand même. Et en plus, ça rend le personnage un peu plus glauque, mystérieux et bizarrement flippant, un peu comme la voix du tueur dans Black Christmas au téléphone. Et surtout, ce film est vraiment super sale. Genre, t'as besoin d'une douche après avoir vu le film. Parce que Fulci filme un New York particulièrement poisseux et dégueulasse, pire que dans Maniac, avec ses rues pavées de cinéma porno, de pervers et de vices en tout genre. C'est un film qui met en lumière toute la violence et la misogynie de l'époque. Tous les personnages sont dégueulasses et immoraux, et globalement tout le monde dans le film mérite de crever. Enfin, sauf les femmes qui se font tuer, ironiquement, ce qui rajoute un peu de cynisme et de noirceur au film. Les kills sont vraiment hardcore, avec une scène particulièrement méchante qui marque la rétine à vie. Moi-même j'ai pas mal l'habitude d'avoir des saloperies sur l'écran, mais là c'est... vraiment quelque chose. Bien sûr, j'adore Fulci, je vous recommande toute sa filmo. Il y a du bon et il y a du mauvais, mais c'est toujours intéressant à regarder. Et c'est super varié. Et s'il y a des métalleux dans le coin, foncez sur l'album Dogface Killings du groupe Fulci, qui a un hommage à ce film. Merci de nous avoir invités, Az, et santé! Salut les asticots, moi c'est Softit d'Elevated. Après la crasse et l'effervescence de New York, est-ce que ça vous dirait pas de faire un petit tour du côté de la reposante et bucolique campagne londonienne? Pour l'occasion, j'ai envie de vous parler du film Frightmare réalisé par Pete Walker en 1974. Avec Flagellation et Mortelle Confession, c'est sûrement l'un de ses meilleurs films. On est dans les années 50 et Edmund et Dorothy Yates, c'est un couple un petit peu hors norme. Edmund est ce qu'on pourrait qualifier d'un canard, et Dorothy, cette bonne dame qui lit l'avenir des gens, bah elle a la fâcheuse tendance à bouffer ses clients. Déjà, c'est pas le modèle économique le plus viable. Et c'est pas non plus super discret, surtout quand tu travailles au beau milieu d'une fête foraine dans une caravane. Nos tourtereaux se font pincer par la justice et échappent de très peu à la peine de mort. Dorothy est déclarée siphonnée du bocal, alors on l'envoie en asile psychiatrique. Et Edmund est tellement amoureux d'elle qu'il fait semblant d'être fou, pour pas qu'ils soient séparés. 15 ans plus tard, le système psychiatrique est convaincu que les Yates se sont guéris de leur tendance meurtrière et cannibale, alors on les relâche dans la nature. Et ils s'installent dans une mignonne petite ferme isolée. Histoire d'éviter que Dorothy sombre à nouveau dans la barbaque humaine, Jackie, leur fille aînée, leur livre régulièrement des colis de viande. En fait, Edmund et elle font croire à Dorothy qu'il s'agit de cervelle humaine et que c'est Jackie qui se charge de buter les gens. Sauf que ces allers-retours commencent à être vachement suspects pour Debbie. Debbie, c'est la petite sœur de Jackie à qui on a fait croire que leurs parents étaient morts pour la protéger. Mais les liens du sang et l'appel de la chair fraîche sont plus forts que tout, et la gentille petite famille va bientôt être réunie. Pourquoi je vous recommande ce film? Sheila Kiss. Bon, c'est pas la seule raison, mais c'est surtout pour sa performance incroyable de belle-mère folle et manipulatrice. Elle a un visage super glaçant et elle arrive très bien à passer de la bonne épouse dépassée par ses troubles psychologiques à la tueuse fourbe et assoiffée de sang prête à buter n'importe qui. Sheila Kiss, c'est un peu la muse terrifiante de Pete Walker.
on la retrouve aussi dans d'autres films du même réalisateur. Dans Flagellation, Confession mortelle, Hallucination et Le manoir de la peur. J'adore les titres en français, c'est tellement solennel et kitsch. Dans cette maison de campagne exiguë qui a clairement rien de feel good, le personnage de Dorothy est isolé mais parvient quand même à être une menace pour les autres, un peu comme la sorcière dans Hansel et Gretel. Et puis le cannibalisme, c'est un sujet tout aussi fascinant que terrifiant, surtout quand c'est un membre de ta famille qui apprécie grignoter des tibias. Alors santé et félicitations As pour ta 100e critique glauque. Salut à tous les guys, moi c'est Karim Ouelache et j'aimerais moi vous parler pas de un film mais plutôt de 3 longs métrages. 3 longs métrages australiens qui m'ont profondément marqué, que j'adore, qui sont un peu limites. Alors c'est pas des films gore mais c'est plutôt des films, je veux dire, très malaisants mais extrêmement bien réalisés. Donc le premier c'est Bad Boy Bobby de Rolf de Heer, réalisateur hollandais, mais qui est australien en fait, mais d'origine hollandaise, qui a fait ce film Bad Boy Bobby. Moi ce film, voilà quoi, ça m'a complètement retourné. J'ai pas spécialement envie d'en dire plus, c'est vraiment une découverte totale pour moi. Le deuxième, c'est Les Crimes de Snowtown de Justine Kurzel, qui s'est fait, je pense, en 2011. Et voilà, ça aussi, une claque incroyable, vraiment. Moi, je ne me suis pas remis de ce film encore, et j'aime encore me le remater de temps en temps pour me refaire des sensations un peu fortes. Et le troisième, c'est Love Hunters de Ben Young. Pareil, moi... c'est vraiment là la mise en scène qui m'a le plus touché. C'est un film glaçant, comme Les Crimes de Snowtown d'ailleurs, avec une mise en scène extrêmement léchée, extrêmement efficace. Donc vous l'avez compris, c'est mes 3 petits bijoux que je vous recommande fortement. Et merci à Az pour cette petite carte blanche, même si j'ai un peu, j'espère pas avoir abusé d'avoir proposé 3 films. Donc voilà, donc bonne vision et bon courage. Salut. Bonjour amis de l'horreur et bienvenue sur la chaîne de Az à laquelle j'ai été invité. Je suis ici pour vous parler d'un film japonais réalisé par le japonais Norifumi Suzuki, qui a œuvré dans les années 70 et les années 60 pour la Toei. Il a commencé à travailler sur la série des Lady Yakuza pour ensuite faire des séries de films basés sur des bastons de jeunes filles ou de jeunes lycéennes qui donnaient du fil à retordre aux méchants Yakuza. On peut penser à la série des Girl Boss Blues, mais aussi la série des pensionnats pour jeunes filles perverses. La plupart de ces films ont révélé des stars de l'époque du cinéma d'exploitation comme Ike Raiko et Miki Sugimoto, que certains d'entre vous retrouveront dans le film Les Menottes Rouges de Yukio Noda. Norifumi Suzuki va ensuite se distinguer avec un film qui est sorti chez nous sous le titre Sex and Fury avec Ike Raiko qui était vraiment son actrice fétiche, et c'est vraiment l'histoire d'une mercenaire qui va sabrer du samouraï avec des grands geysers de sang et beaucoup d'effets psychédéliques. Le style de Norifumi Suzuki va se développer et devenir de plus en plus baroque, coloré, et on est en 73, on peut déjà l'interpréter comme du post-Mario Bava ou du pré-Dario Argento. Certains plans vont tellement loin dans le psyché qu'on pense déjà à Suspiria qui lui ne viendra qu'en 77. Et Norifumi Suzuki va encore pousser le bouchon plus loin avec son film de Nutsploitation, donc un film de Don, qui s'appelle Le Couvent de la Bête Sacrée, et qui lui va vraiment, on va dire, c'est là où tous les potards sont à fond. Chaque plan est superbement esthétique, tout est très bien travaillé, et Le Couvent de la Bête Sacrée va vraiment confirmer le talent de Norifumi Suzuki. Une fois qu'il a terminé son travail à la Toei,
Norifumi Suzuki dira lui-même qu'il est arrivé à la fin d'un cycle. Il pense être arrivé au bout, peut-être au bout de la mode pop. Donc il va partir pour la Nikatsu, qui elle-même est spécialisée dans la Pinky Violence, comme la Toei, et il rebaptisera ça le roman porno. Ce ne sont pas des films porno, mais ce sont des films où l'érotisme va très très loin, et contrairement à ce que Norifumi Suzuki a tourné pour la Toei, la Nikatsu, c'est plus des films à tendance domination masculine, alors que jusqu'ici, on aurait pu interpréter les films de Suzuki comme des films purement féministes. Toujours est-il que pour eux, il va adapter un manga très violent et très sexuellement explicite de Masaki Sato, qui s'appelle L'Étoile de David. Il faut savoir que le titre fait allusion au psaume de David, qui, dans la Bible, est décrit comme la mauvaise étoile sous laquelle est né un enfant d'un viol. Car dans son film dont je vais vous parler ce soir, dont le titre français est Vice et Sévices, Norifumi Suzuki va utiliser tout son savoir-faire technique, tout ce qu'il a accumulé durant ses années de Toei pour les mettre au service d'un récit horrible et innommable. Et on a affaire à une espèce de Patrick Bateman, c'est un Japanese psycho, qui s'appelle Tatsuya, qui est né du viol de sa mère par un psychopathe, et qui a grandi dans la maison de son père adoptif, on va dire, et son père adoptif a vraiment maltraité la mère de Tatsuya, parce qu'il l'a vu avoir un orgasme pendant le viol. Donc forcément, vous devinez que Tatsuya va mettre fin au jour de son père adoptif, et surtout, il va voir sa mère se suicider, elle va se faire seppuku dans la gorge. Donc Tatsuya va grandir avec toute la fortune de son père, et c'est là qu'il va utiliser toute sa fortune et son pouvoir pour humilier et torturer toutes les femmes qui vont croiser sa route. Éventration, zoophilie, nécrophilie, viol, relations vraiment BDSM mais très poussées, tout y passe. C'est la folie. Et on comprendra que Tatsuya est obsédé par le mantra des nazis qui lui-même disait pour détruire ton ennemi, tu dois lui briser le cœur, le corps et l'esprit. Bonjour l'ambiance. Et qui va essayer d'appliquer ce mantra sur toutes les femmes qu'il va croiser et à travers lesquelles, alors c'est un peu tordu, pseudo-freudien, il est censé essayer de retrouver l'âme de sa mère. Pourquoi une telle noirceur? Pourquoi un tel nihilisme de la part d'un cinéaste qui avait plutôt des tendances féministes? Norifumi Suzuki y est allé simplement en cinéaste d'exploitation qui a vraiment voulu cocher toutes les cases qu'il pensait que la Nikatsu attendait de lui. Et vu que c'est un cinéaste très généreux et visuellement fasciné, mais thématiquement, il a toujours un recul par rapport à ce qu'il filme. Lui-même, dans une de ses dernières interviews qui date de 2011, je crois, il disait « J'ai toujours été un artisan, j'ai jamais fait de chef-d'œuvre, mais mes films ont le mérite d'exister. » Quand Norifumi Suzuki débarque à la Nikatsu, elle lui déboule le tapis rouge. Il a plus de budget que la plupart de ses contemporains, comme par exemple Yasuharu Azebe, qui était un régulier de la Nikatsu. Donc, il réalise ça presque dans le luxe, en fait. Alors, le film n'est pas explicitement gore, par exemple, mais tout ce qui suggère comme sévices, c'est innommable. Norifumi Suzuki va exploiter tout ce qui caractérisait ces films, c'est-à-dire que c'est un fasciné de la culture européenne, donc on retrouve beaucoup de vitraux qui évoquent d'ailleurs Musha, comme on en voyait déjà dans Sex and Fury. On a beaucoup d'images catholiques, apparemment il est fasciné par l'image catholique, comme le sous-entendait le couvent de la Bête Sacrée. Il a donné le maximum dans ce film, parce qu'après il s'est spécialisé dans le film d'action classique, avec notamment bien sûr Sonny Shiba, le Street Fighter en personne, et Hiroyuki Sanada, qui était très jeune et tout beau, que aujourd'hui sans doute vous avez vu dans quelques Marvel, que vous avez vu aujourd'hui se battre contre Wolverine ou dans le remake de Mortal Kombat, mais à l'époque Hiroyuki Sanada était une star de l'action japonaise, et donc sa carrière a été lancée certes avec le pilote de Sankukai, mais ensuite, et la série bien sûr, mais ensuite avec tous les films d'action qu'il a enchaîné avec Norifumi Suzuki. Et à partir de là, Norifumi Suzuki fera des films très efficaces, mais par contre, on ne retrouvera plus la touche pop et folle de ce cycle que lui-même estime avoir terminé. Mais du coup, ça crée cette espèce d'incident qui est Vice et Sévices, qui donne un film atroce, en fait. C'est la beauté visuelle du film qui nous fait passer tous les supplices. Et je vous invite, au moins pour ça, chers amis, cinéphiles ou non, avides de sensations fortes, à découvrir le mystérieux Vice et Sévices.
Hi, my name is Emily Sweet, and I am a huge horror fan. When Oz asked me what was the weirdest horror movie I'd ever seen, I really had to think about it because I have seen a ton of crazy horror movies. But I think the one that really takes the cake is Japan's 1977 House. It is so bizarre. The over-the-top visuals, it's bizarre and crazy. The plot doesn't really make much sense. It has crazy surreal imagery, but it's then like kind of like spooky, but then over the top funny, but also has horror elements, and like the editing is crazy, and then the plot just is like, what even is the plot? I mean, the plot is obviously, you know, these people go to this home and they all oddly die, but yeah, it combined like comedy, slapstick, over the top, horror, hand-drawn sequences, stop motion-esque sequences. It was outlandish. And I remember watching this with a group of friends who also love crazy and weird over-the-top horror movies. And I remember they had seen it and I had not, and they were just like, you wait and see what you're in for. And I had no clue. I'd never even heard of it before. And I remember the entire time I was just sitting there like, wait, what? And then something else would top that crazy weird thing and I'd be like, wait, what? It's so unconventional. And I feel like it's jumping between different situations and different characters, and the plot is just like very thin, and that jumps all over the place. But it just felt overall like I was watching a comedy, even though I knew it was horror. It was just very jarring. I have to give credit though where credit's due, because I have never forgotten that movie. I think about it not all the time, but when people are like, oh, it's like, you know, a crazy horror movie I should see, I feel like everyone should see it just because it's so bizarre. It's so weird, and like, you can try to explain it as much as you want, but really it's undescribable and it sticks with you. It's like you can't unsee it. I will never forget scenes in that movie, but I think just overall, just how outlandish it is. And I also love that someone, you know, the director was like, I'm making this movie and I stand by this movie. I love that. I love that so much. Like, he had a vision, and it was quite the vision, but a vision nonetheless. And you gotta hand it to directors or any sort of creative who has a vision and wants it and sticks with it. And so, yeah, I have to say that the weirdest horror movie I have ever seen was Japan's 1977 House. Bonsoir, it's me, Rob Jabaz. I'm growing a beard. Welcome to Critique Glock. The movie that we're talking about today is Guinea Pig Part 6. That's Mermaid in a Manhole by Hideshi Hino. Yeah, Guinea Pig Part 6, or maybe Part 4, depending on who you're talking to. IMDb actually has it listed as Guinea Pig Part 5. I think it's Part 6. Like, officially it's Part 6. Or maybe Part 4. I don't know. This film is about a painter who is exploring the sewer one day for some reason, and he ends up finding a mermaid, and he decides that he's going to take the mermaid into his home and care for it because it has kind of like a skin disease or some kind of infection, and he feels like he can help.
naturally the skin disease or the infection just gets worse and worse, and that is actually what the film is about. It's about just this infection getting worse and worse, and this painter not really being able to stop it. But he's also kind of like obsessed with documenting the mermaid, like documenting the growth of this disease and doing paintings of this fucking mermaid. So that's what the movie's about. It's short. It's like, you know, probably between 60 and 70 minutes long. Like, it's barely even a feature film, but I think it's really worth watching. It's not really big on story. It's more big on like sensation and kind of grossing you out with like worms and guts and slime and infection. For me, it really creates the sensation of like bad smell and sickness and, you know, revolting kind of feelings. You know, I really like how visceral the experience is watching this film. In fact, I liked it so much that it inspired me to do a comic, Black Urn, which you should buy on my big cartel. Mermaid in a Manhole, 1988. Y'all should watch this film. It's really cool. It's not really like a movie. Let me put it this way. If you're a filmmaker, you should watch this film because it really is a good example of just creating like other sensations through film as opposed to just like seeing and hearing. It's about touch, it's about smell, taste even, you know. It's interesting. I think that you know, that's a valuable kind of thing to kind of consider when you're trying to make something. That's it. Okay. Thanks everybody. Goodbye. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un film en noir et blanc de 1969 tchécoslovaque. Voilà, alors je sais, ça remplit des cases qui sont pas nécessairement agréables au toucher, ça ne veut rien dire. Un film qui nous parle d'un gars qui va sombrer doucement dans le nazisme en étant un incinérateur de cadavres. D'ailleurs, c'est le titre du film en version française. Ça s'appelle The Cremator. Alors en VOC, Spalovac Mrtvol. Excusez-moi si je défonce la langue serbo-croate ou tchèque. C'est un film de Juraj Herz qui nous parle donc d'un gars, comme je vous disais, qui tient un crématorium et qui petit à petit va se faire envahir par des idéologies nazies et va sombrer très lentement. On est à l'avant-guerre, à l'avant-seconde guerre mondiale, et donc on va très vite comprendre que le gars va devenir une des pièces maîtresses de la machinerie nazie pour l'Holocauste et les fours crématoires. C'est une ambiance très expressionniste, hein, ça fait expressionnisme allemand, voilà, et surréaliste. Il y a des distorsions de la caméra, il y a des grands angles, il y a le personnage qui se parle à lui-même, il y a des noirs et blancs qui sont très contrastés. Le film est magnifique, le personnage sombre dans la folie très lentement, on le voit vraiment pas arriver, on voit pas à quel moment il y a le déclic, mais il y a clairement un moment où ça va pas bien pour lui. Il va s'en prendre à sa propre famille et tout. Il veut une race pure, au moment où il découvre qu'il a du sang allemand dans les veines et il se voit être un nazi et tout. Il dit bonjour aux nazis qui dépassent. Hi, hi. Moi, je vais pas vous le faire non plus. Le film a subi la censure du monde communiste dans lequel il vivait, parce que c'était un régime communiste. Et donc à l'époque, fallait pas trop faire les marioles. L'URSS, ils peuvent arriver avec des chars et te disent « Oh non, je sais pas faire l'accent russe. Vous ne pouvez pas faire... » Bon bref, t'as compris, les accents, c'est... To bien écoute, non? Et là où c'est fou, c'est que le réalisateur Juraj Herz est un rescapé de l'Holocauste, et donc il fait une espèce de métaphore du communisme à travers le nazisme. Donc voilà, donc c'est vraiment pas quelque chose qui plaît à l'état communiste, évidemment. Le film n'a pas été détruit, parce qu'il y a plein de films qui ont été détruits pendant cette période. Celui-ci, on a la chance de le retrouver et de le voir en très bonne qualité. Donc c'est un film important qu'il faut voir et découvrir. C'est un bijou. Donc faites attention, parce que sombrer dans le nazisme quand on tient un crématorium, ça peut arriver très rapidement. Alors c'est une situation très spécifique, mais faites attention chez vous. Merci Az de m'avoir invité dans ta vidéo. Bisous. Hello, my friends. I'm Slasher Victim 666, and I am the greatest director ever. Have you seen my masterpiece movies Real and Real 2 yet, my friends? Well, make sure you do. But today I'm here to talk about one of my favorite movies. I love movies, my friend. But one of my favorites
is necromantic. If you want to see more of my favorites, just go to this website, which is all my stuff, realstore.net, and you can download my book for free. 50 movies that inspired me to be the greatest director ever. Oh, you'll find much in there, my friends. But the reason I love necromantic so much, my friends, is it reminds me of being a little worm. I remember my brother, rest in peace, he wanted me to lose my virginity to a dead body. So he dug up an old body, an old star in our yard. He dragged him into the house, and he put it in my little cage. And I'd wake up next to it, and I'd go, "Oh, I don't want to sleep with next to this body." And he goes, "You're gonna sleep next to the body, and you're gonna love it." So that's made me love that movie oh so much, my friends. Because when I think of my brother, and I think of him gone, I'm reminded of the time we used to spend together. And if you watched Real 2, my friends, you'll know I won't be losing my virginity anytime soon. And now I wish I did sleep with the dead body. And maybe I will in the future, my friends. At least make it to third base. So remember, go to the website to read some more of my favorites from my beautiful book. And to watch Necromantic, and remember, my friends, remember my family, remember my brother, and remember me. Hello, I'm Damian Brugna. I will recommend you the most bizarre movie that I ever seen, and it calls Grasa. It's from Argentina, it's from my country, and it is from 2015. Their directors are Pablo Paredes and Pablo Marini, and it's a movie about a big worm, a mutant worm that escaped from a burger factory. And it, I don't know, it's too bizarre. I can't explain how it's about this movie, but you have a lot of, if you are looking for a movie with politically incorrect and a lot of trash, a lot of gore, and well, this is not a movie that I can explain. You must watch it, but it's only if you have big black humor. And if you want to destroy your brain, as I did. Grasa from Argentina, 2015. You must watch it, and you have a rape scene with an abortion scene in the same moment. You must see this shit. Enjoy. Bonjour, mon nom est Éric Falardeau, réalisateur de Thanatomorphose et d'Asmodeus. Et je suis très content aujourd'hui d'être invité à l'émission Glauque pour la 200e émission avec une critique, une présentation d'un petit film, plutôt un gros film qui m'a marqué. Donc un film peut-être pas bizarre,
même s'il l'est, peut-être pas déviant, même s'il l'est, ni horrifique, même si par moments il peut l'être, mais surtout un film méconnu, et ce film est Reflections of Evil du réalisateur Damon Packard. Donc, qui est Damon Packard, un film datant de 2002. Donc, Damon Packard est un cinéaste qui a œuvré dans le domaine du cinéma expérimental essentiellement. Il a réalisé beaucoup de films en Super 8, plus jeune, dans les années 80, Dawn of an Evil Millennium, toutes sortes d'autres films, extrêmement inspirés du cinéma expérimental américain. Il tourne encore aujourd'hui, donc si je me souviens bien, son dernier film, c'est The Ballad of Winchester Pete, qui est sorti cette année en 2024, un court-métrage. Et donc, à ce qu'il paraît, il développe Reflections of Evil 2 depuis un bon moment. Reflections of Evil, qu'est-ce que c'est exactement? Ben justement, pour donner une petite idée de l'histoire, en gros, c'est une journée à Los Angeles. Bobby, qui est joué par le réalisateur Damon Packard, apparaît. Et donc, il a vraiment l'air d'un SDF. Là. Il y a plein de vêtements sur lui. Il n'a pas l'air de bien aller. Il y a des écouteurs. En tout cas, ça file pas. Et puis, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vendre des montres pendant l'essentiel du film. Quand il rencontre des gens, tout est très hostile, les gens crient, font des drôles d'eye contact, il y a des chiens qui lui jappent après, la forme est vraiment très agressive, là, aussi visuellement du film, le montage est à choper, c'est tourné en vidéo, en tout cas c'est vraiment très difficile. Et on se rend compte que Bobby rencontre toutes sortes de caractères justement qui représentent un peu ce LA fantasmé, épeurant, là on est pas loin du David Lynch de Mulholland Drive, là, la créature derrière le restaurant, par exemple. Mais il rencontre donc des personnages racistes, homophobes. Donc vraiment, cette idée de Reflection of Evil. Mais on se rend compte à un moment dans le film, il y a un flashback, c'est un peu confus, que sa sœur Julie est décédée. En fait, elle a quitté pour joindre un culte supernaturel qui prennent des drogues. Ça se passe au studio Universal, cette scène-là, c'est vraiment bizarre. Et ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'elle aussi, elle serait morte. Donc, il y a vraiment... On ne sait pas sur quoi si on est finalement dans un purgatoire, une autre vie, mais c'est une expérience esthétique assez importante. D'ailleurs, le réalisateur a perdu l'accès à Universal Studios. Là. Il s'est fait prendre lorsqu'il tournait, entre autres, la scène avec Julie. Il y a des scènes de vomi. Il y a une scène de vomi qui finit plus de finir. C'est vraiment très étrange. Mais c'est surtout très agressant. Donc c'est un film qui vient nous prendre au trip, qui ne lâche pas pendant toute sa durée, qui est quasiment 2 heures, là, à mon souvenir, la dernière fois que je l'ai regardé, là, ou plutôt ça me semblait durer aussi longtemps que ça. Mais c'est vraiment un cauchemar éveillé. 2 jours en plein LA. Et c'est une expérience singulière, un film méconnu, un film expérimental très important du début des années 2000. Et je vous le recommande fortement pour tous les amoureux de cinéma différents. De cinéma qui tente, qui ose, de cinéma vraiment indépendant, et donc pour que vous puissiez vous-même expérimenter la rencontre avec ce reflet du mal, cette Reflections of Evil, donc de Damon Packard, à voir absolument pour les fans de cinéma expérimental, déviant et bizarre. Bonjour, je suis Quarks, le réalisateur de Tous les dieux du ciel et de Pandemonium. Merci à l'Épouvantail pour cette invitation. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un film complètement what the fuck que j'ai vu il y a maintenant, je pense, plus d'une vingtaine d'années et dont je ne me rappelle en fait plus très bien, mais j'ai quelques réminiscences. Et ce dont je me rappelle pour sûr, c'est que c'est vraiment un des films les plus barrés qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. J'ai vu ce film à Tokyo au tout début des années 2000 dans un hôtel miteux, et je pense qu'effectivement en plus le cadre dans lequel j'étais m'a vraiment aidé à rentrer encore plus dans cette histoire complètement folle. Alors le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle The Glamorous Life of Sachiko Ahn. En français dans le texte, j'imagine, la vie glamour de Sachiko Ahn.
C'est un film qui raconte l'histoire d'une escort girl japonaise, Sachiko donc, qui lors d'un règlement de compte se prend une balle dans la tête. Et non contente de mourir, à la place, elle acquiert des super pouvoirs et une intelligence hors norme. Et ces super pouvoirs lui donnent l'habilité de pouvoir avoir des orgasmes à répétition tout au long de la journée, dans des circonstances évidemment les plus incongrues. Alors évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que sinon ce ne serait pas assez drôle. Sachiko est en même temps poursuivi par un gang de mafieux nord-coréens qui recherche le doigt coupé de George Bush. C'est un doigt coupé possédé qui lui-même prend vie et se balade comme ça dans les rues de Tokyo. Alors oui, je sais, c'est japonais, évidemment, c'est très bizarre. Alors ce doigt coupé, le doigt coupé de George Bush a deux missions dans ma mémoire. La première est de déclencher l'Armageddon en trouvant le bouton de l'arme nucléaire pour pouvoir faire exploser la planète. Et sa deuxième mission / obsession est de retrouver cette jeune fille Sachiko et de pouvoir la violer digitalement. Voilà. Encore une fois, les Nippons vont quand même assez loin dans le what the fuck. Voilà, alors ce film fait partie d'un genre qu'on appelle le Pinkwaiga. Et le Pinkwaiga au Japon, c'est un genre particulier qui mélange film érotique, comédie burlesque et film d'horreur. Donc je pense que là on est vraiment dans le thème et voilà, et donc voilà, j'espère que ça vous a rendu un petit peu curieux de ce titre improbable et que vous allez peut-être faire quelques recherches sur Google ou autre et le trouver. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et ben je vous souhaite un bon visionnage et je pense que vous n'allez pas être déçus. Hajimemashite, Japanese metal idol 石リエルこと月城ひまりです。よろしくお願いします。今日は日本の映画四国を紹介させてください。リングが大ヒットして日本に J ホラーブームというムーブメントが起こりました。その中で四国は上映されました。ちょっとお行儀が良すぎるホラーかなという印象ですが、ゆっくりじっくり見るととても不気味で美しい作品です。この映画のプロットを簡単に説明すると、幽霊のお話です。映画「キルビル」で世界的にも有名になった女優の栗山千明さんが主役を演じられています。彼女はこの作品の中で猛烈的な存在感を発揮していて目が離せません。やっぱり J ホラーといえば黒髪ロングパッツンですよね。この映画の舞台は日本の四国となっています。四国自体は美しいロケ地で、田舎の村の黄昏や深い森の闇がとても美しい場所です。超自然的なシーンでは幻想的な照明を使っていて、切なくて綺麗でじわじわ来る世界観がたまりません。怖くないシーンでは何かジブリのような雰囲気もあってとても心地よくて、ホラーが始まるとそのちぐはぐさがさらに違和感を感じてすごく良いです。日本の文化や風景、
大和なでしこや、それともちろん J ホラーが好きな方におすすめしたい作品です。見てくれてありがとうございました。それでは石リエルこと月城ひまりでした。See you again and stay horror. Hey, I'm Toby. I'm John. We're from Addams Family, and we're going to recommend you watch a movie called The Golden Glove. It's a German-French production from 2019, directed by Fatih Akin. And it's about the real-life serial killer Fritz Honka, who killed 4 women and cut up some of them and kept them in a locker in his flat. It's a brutal movie, but it's like super genuine, super honest. The acting's amazing. It's my favorite part of the movie is that the actresses that all are, you know, victims of some, you know, terrible violence are fantastic at conveying the brutality of what, you know, obviously really happened. When you're done with this movie, you're gonna stink like cigarettes and smell like schnapps and bad sweat. And want to take a shower right away. Yeah, in acid. Also, remember that when you watch the movie and you ask yourself, why am I watching this movie? We didn't recommend it. And when you're done watching it, you have to Google the actor who plays Fritz Honka, because you're going to be blown away at what he looks like in real life. I won't give it away. And the Golden Glove really exists in some cities. So yeah, if you like the movie, you can go. In Germany is the real, like, the bar called the Golden Club. Just go prepared. Peace. Hi, this is Maggie, and this is a review about a movie for Le Critique Glauque. Okay, my French is horrible, sorry, but I love your name. So, soy de Argentina. I'm from Argentina. So, a movie that marks me, it's called Titane, and I love horror movies with a good killer, and she is amazing. The actress is amazing and is the best killer that I've seen so far. And what more can I say? You have to see the photography, and everything is so cool. You have to watch it. Well, thank you for having me, and this is my Instagram, so follow me, and I hope you watch my movies too. Il y a un moment donné, en regardant des films d'horreur, bah t'arrives plus à ressentir de la peur. Vous allez voir, c'est la phrase parfaite pour commencer cette vidéo. Quand j'étais plus jeune, ce qui me faisait profondément peur, c'était le surnaturel. Le surnaturel avait clairement la cote au sein du cinéma horrifique, et je ne parle même pas de la culture d'internet, avec les célèbres chasseurs de fantômes qui ont traumatisé une génération entière. Je m'excuse d'avoir peut-être un peu peur, de ne pas être très bien, j'espère que vous comprendrez pourquoi. Mais même si je continue à apprécier ce type d'ambiance et ce type d'univers, il y a toujours une part en moi qui sait que ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, bah comment en avoir peur? Comment ressentir une quelconque tension? A contrario, des œuvres exploitant la véracité tangible de notre monde, en s'inspirant de faits réels, en construisant des histoires véridiques qui pourraient véritablement se produire, et où, vous l'aurez compris, le fantastique n'est pas présent. Les enlèvements, les tueries, les agressions sexuelles et les intrusions représentent des sujets difficiles que les réalisateurs et scénaristes n'ont pas toujours envie d'aborder. Parce que si on aborde des thématiques aussi difficiles, il faut le faire, mais de la bonne façon. Et c'est totalement le cas de notre film du jour, The Poughkeepsie Tapes, et en le visionnant,
j'ai ressenti quelque chose qui est encore pire que la peur, le dégoût. Cet arrière-goût dégueulasse là qui te reste sur la langue parce que tu repenses à certaines scènes, à des moments où il faut pas, genre pendant un repas de famille. Ouais, l'ambiance est particulière, des scènes auxquelles il ne faut pas penser, mais c'est trop tard, t'as vu le film, et donc elles restent ancrées dans ton petit esprit. The Poughkeepsie Tapes est un faux documentaire, où nous allons suivre une enquête sur une série de meurtres et d'enlèvements terrifiants dans la ville de Poughkeepsie. Ce qui rend ce film si unique, c'est qu'il est entièrement basé sur des images retrouvées dans la maison du tueur. Plus de 800 cassettes vidéo documentant ses crimes les plus horribles. Les cassettes montrent tout, des enlèvements, des tortures, des manipulations psychologiques et évidemment des meurtres. C'est justement là où réside toute l'efficacité du film, parce qu'il fait du spectateur ou des spectateurs qui le visionnent des témoins involontaires des actes du tueur. C'est comme si on était un complice. Et le film te fait culpabiliser, et tu vois, ça c'est ce genre de sentiment. D'habitude, les films ils aiment bien quand même, ils aiment bien te malmener, les films d'horreur d'accord, mais ils vont pas dépasser un certain stade au point de te faire culpabiliser, au point où que quand tu le termines, tu te dises « mais je suis un méchant », alors que toi t'as rien fait théoriquement. Vous l'avez compris, quand vous terminez ce film, vous êtes au fond du trou. Et ça a été le cas pour moi, donc je parle de mon expérience personnelle, mais ça a aussi été le cas de tout un tas de proches à qui j'ai malheureusement, on peut le dire malheureusement, conseillé ce film. Contrairement à d'autres films abordant des sujets similaires comme Megan is Missing, qui lui aussi est riche en qualité, mais beaucoup plus brut de décoffrage avec ses victimes et pour ses spectateurs, The Poughkeepsie Tapes ne montre pas toujours directement la violence. Ce qui est encore pire, puisque lorsqu'on ne voit pas les choses, c'est notre imaginaire qui va prendre le relais et qui va combler le vide avec des images encore plus difficiles que ce qu'on aurait pu nous montrer. Ton esprit et ton imagination deviennent alors tes pires ennemis. Le spectateur est poussé à imaginer les pires horreurs. L'idée que le tueur ne cherche pas seulement à tuer, mais à briser ses victimes psychologiquement parlant, c'est l'un des seuls films qui ose aborder le sujet du syndrome de Stockholm. Pour se défendre, les victimes soumises au tueur, torturées parfois pendant des semaines, des mois, voire même des années, n'ont pas d'autre choix que de s'attacher au tueur en le percevant comme un sauveur. C'est un mécanisme de défense de l'esprit. Comme le tueur, le kidnappeur, enfin, la personne qui vous veut du mal est la seule à pouvoir modifier votre destin et à décider tout pour vous, vous le prenez comme un père, un dieu, un sauveur. C'est la première fois que je voyais un sujet aussi étrange et délicat, abordé d'une façon si effrayante. Surtout que ce phénomène, le syndrome de Stockholm, est encore étudié et persiste dans l'esprit de certaines victimes. On a vraiment certains cas où il y a des victimes qui n'ont pas déposé plainte ou poursuivi en justice les personnes qui les ont agressées pendant des mois, parce qu'elles les percevaient comme leur père, comme leur dieu, comme un héros, par la faute du tueur évidemment, mais aussi de leur esprit, qui a proposé un mécanisme de défense. Et pour moi clairement, ça représente ma dernière limite. Par exemple Irréversible, il m'a mis à terre, mais pendant vraiment des semaines, j'étais vraiment pas bien, et même encore aujourd'hui, quand je repense à la fameuse scène de Irréversible, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez beaucoup de chance. Je sais pas, c'est quelque chose qui me met profondément mal à l'aise, et c'est une image, une scène qui restera gravée dans ma mémoire, malheureusement. Et pour le coup, ouais, on peut dire malheureusement. Pour moi, c'est vraiment l'un des destins qui est le plus difficile, c'est même encore plus difficile que la mort. Tout est pire que la mort dans The Poughkeepsie Tapes, mais le film reste suffisamment élégant pour ne pas dépasser une certaine limite, tout en jouant avec vous, les spectateurs. Ça, vous voyez, c'est ma limite. Avec d'autres films comme Megan is Missing ou Irréversible, et j'ai pas envie de pousser la chose plus loin dans des expériences comme Salo, Serbian Film ou S902 par exemple. Bref, si vous vous sentez prêt et que vous pouvez potentiellement être réceptif à ce type de proposition, évidemment, je vous invite à découvrir The Poughkeepsie Tapes. Mais rien que dans le fait qu'il dénonce les horreurs de nos sociétés modernes, il mérite clairement le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Aimé Romain, merci beaucoup à Az pour l'invitation. Et comment on pourrait conclure cette partie? Regardez des films d'horreur. Et voilà pour le 200e épisode de la Critique Glauque qui, à bien des égards, ressemble même plus à un épisode de cinéma interdit hors série, qui est peut-être d'ailleurs mon émission préférée à réaliser, même si on a eu un petit peu moins cette année à cause de problèmes que j'ai eu vis-à-vis de YouTube. Pas merci. Par contre, merci encore énormément à vous tous, que ce soit vous, les spectateurs et spectatrices qui avez regardé cette petite émission et qui la regarderont toujours, peut-être ou pas à l'avenir. Merci infiniment.
Et merci beaucoup à tous les copains et copines, à tous les réalisateurs et réalisatrices, acteurs, actrices, créateurs de contenu, etc. qui ont encore une fois accepté de participer à cette vidéo. Ça signifie beaucoup pour moi, donc c'était un honneur d'avoir pu vous avoir sur la chaîne l'espace d'une longue vidéo. Et qui sait, on aura peut-être l'occasion de réaliser un peu plus souvent ce genre de petits projets en commun avec plein de gens hyper intéressants et qui permettent de vous faire des recommandations que moi je n'aurais pas faites. D'ailleurs, il y a 2-3 titres que j'ai moi-même notés, pour être tout à fait honnête. On se retrouve dans quelques semaines pour les traditionnels tops de fin d'année, on y arrive à grands pas. Merci encore, merci beaucoup. Je peux encore continuer longtemps à vous dire merci, mais je vais m'arrêter là et juste vous rappeler que si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.